Il y a des silences qui sont bien plus inquiétants que n'importe quel bruit, surtout quand il s'agit du silence d'une des usines les plus vitales de notre organisme, celle qui fabrique notre sang. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe lorsque cette usine, pour une raison ou une autre, ferme ses portes. Voilà, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, à chaque seconde. Une véritable autoroute de la vie, un flux incessant de milliards de cellules qui ont toute une mission bien précise. Mais imaginez un instant que cette autoroute commence à se vider, que le trafic ralentisse, puis s'arrête. C'est là que notre histoire commence. Alors, avant de plonger dans la panne, il faut d'abord faire connaissance avec les ouvriers. Qui sont les acteurs qui peuplent ce flot sanguin? On a en gros 3 équipes principales. D'abord, les globules rouges. Eux, ce sont les livreurs d'oxygène infatigables. Ensuite, les globules blancs. Là, c'est l'armée, les forces de l'ordre qui nous défendent contre les infections. Et enfin, les plaquettes, l'équipe de réparation d'urgence qui colmate les brèches. Un trio indispensable dont l'équilibre est vital. Ok, maintenant qu'on a vu qui fait quoi, on peut s'attaquer au vrai problème. Qu'est-ce qui se passe quand leur lieu de production, l'usine, se met à dérailler? Le premier signal d'alarme, le mot qui met les médecins en alerte, c'est celui-là, pancytopénie. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très logique. Pon, ça veut dire tout, cyto, c'est pour cellule, et pénie, c'est un manque. Donc, littéralement, un manque de toutes les cellules sanguines. C'est simple, et en même temps assez glaçant. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi ce manque généralisé? Tout pointe vers un seul endroit, l'usine, la fameuse moelle osseuse. Et à partir de là, pour les médecins, il y a 2 grandes pistes, 2 scénarios à explorer. Et ces 2 pistes sont radicalement différentes. Soit, première hypothèse, le problème est central, c'est-à-dire que l'usine elle-même est cassée, elle ne produit plus ou pas assez. Soit, deuxième hypothèse, le problème est périphérique. Là, l'usine tourne à plein régime, mais les cellules, une fois dans la circulation, sont détruites massivement. Comprendre cette différence, c'est la clé de tout le diagnostic. Et pour trouver la bonne piste, c'est une véritable enquête que commence, un vrai travail de détective, où chaque indice compte. C'est la question à 1 million. Est-ce que le défaut est dans l'usine ou bien à l'extérieur, sur l'autoroute de la circulation? Toute la stratégie est de répondre à ça. Les tout premiers indices, ils ne viennent pas d'un laboratoire, mais des symptômes. Et c'est une logique implacable. Chaque type de cellule qui manque va provoquer ses propres problèmes. Pas assez de globules rouges, c'est la fatigue, la pâleur. Pas assez de globules blancs, le corps ne peut plus se défendre, donc bonjour les infections. Pas assez de plaquettes, le moindre choc laisse un bleu, les saignements n'en finissent plus. C'est le corps lui-même qui tire la sonnette d'alarme. Face à ça, l'enquête médicale suit un chemin très précis. D'abord, une simple prise de sang pour confirmer la chute des 3 lignées cellulaires. Ensuite, on mesure les réticulocytes. Ce sont en quelque sorte les jeunes globules rouges, tout juste sortis de l'usine. Leur nombre nous dit si l'usine produit encore. Et enfin, si le doute persiste, on va voir directement à l'intérieur de l'usine avec une biopsie. Et ce comptage des réticulocytes, il est vraiment super important. Pourquoi? Parce que si on n'en trouve quasiment pas, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes cellules qui sortent de la production. C'est un indice très très fort que le problème vient bien de l'usine. L'étau se resserre sur la cause centrale. Et puis vient le moment de vérité, la biopsie, l'analyse de ce qui se passe au cœur de l'os. Et là, le résultat est sans appel. Soit la moelle est riche, pleine de cellules qui s'activent, et dans ce cas, l'usine fonctionne, le problème est bien périphérique. Soit la moelle est un désert, presque vide, remplacé par de la graisse. Et là, le verdict tombe, l'usine est à l'arrêt complet. Maintenant que l'on sait que l'usine est vide, on peut mettre un nom précis sur cette panne gravissime. Ce nom, c'est l'aplasie médulaire. C'est la définition quasi mathématique de ce qu'on vient de voir, une pancytopénie d'origine centrale et quantitative. Pour le dire simplement, l'aplasie médulaire, c'est quand l'usine à sang est devenue une friche industrielle. Mais la question reste, pourquoi? Pourquoi une usine si essentielle s'arrête-t-elle comme ça? Il y a en gros 3 grands scénarios. Soit les cellules souches elles-mêmes, les chefs de chantier, ont un défaut, soit l'environnement de la moelle, le bâtiment de l'usine, est endommagé. Ou alors, et c'est une cause très fréquente, le système immunitaire lui-même se détraque et se met à attaquer ses propres cellules souches, une sorte d'auto-sabotage. Bon, le diagnostic est posé, mais il faut maintenant mesurer l'ampleur des dégâts. Et là, on entre dans une dimension particulièrement sérieuse. Cette phrase, issue de la documentation médicale, est directe et elle fait froid dans le dos. Sans traitement, l'issue est fatale, c'est inévitable. Sans production de sang neuf, le corps perd peu à peu toutes ses fonctions vitales. Pour évaluer précisément ce danger, il existe une grille de lecture standardisée, un score de gravité, les critères de Kamita. Ils permettent de classer la maladie de modérée à très sévère en se basant sur des chiffres très concrets de l'analyse de sang.
Et pour que ce soit bien clair, voilà un des seuils qui fait basculer dans la catégorie très sévère. Un nombre de PNN, c'est-à-dire de polynucléaires neutrophiles, inférieur à 0,2 giga par litre. Ces PNN, ce sont les soldats de première ligne du système immunitaire. Et ce chiffre, 0,2, il peut paraître abstrait, mais sa signification est terrible. Ça veut dire que les défenses immunitaires sont quasiment à zéro. Le corps est à nu. La moindre bactérie, le moindre virus peut devenir une menace mortelle. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale. Quand la maladie, c'est le corps qui s'attaque à lui-même, la solution n'est plus seulement de combattre un ennemi extérieur. Il faut aussi et surtout rétablir la paix à l'intérieur, restaurer un équilibre perdu. Et ça pose une question fascinante sur la médecine de demain. Est-ce qu'on va passer d'une logique de guerre contre les maladies à une logique de diplomatie avec notre propre corps ? C'est une pensée qui laisse songeur.